La suite de l'entretien maintenant avec Mohamed Sifaoui, où on va parler cette fois de la part que prennent les médias arabes ou autres, télévision, internet, etc., dans la propagation de l'islamisme. Alors d'abord, je prendrai le système médiatique dans son ensemble. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de système médiatique sans parler d'Internet. Et j'observe, par exemple, que les islamistes ont compris l'impact que représente Internet de nos jours. C'est pour ça qu'ils ont investi le terrain, ils occupent le terrain, et si aujourd'hui vous allez faire des recherches, par exemple, sur l'islam, vous avez souvent, très souvent, des sites ou des blogs qui sont dirigés par des salafistes, c'est-à-dire les tenants de l'obscurantisme le plus crasse qui s'exprime au nom des musulmans et de la religion musulmane. Donc ils ont effectivement occupé ce terrain-là. Il y a un deuxième terrain qui est occupé, lui, par les chaînes arabes satellitaires, qui très souvent diffusent des messages haineux, antisémites, sexistes, homophobes, qui sont insupportables et qui viennent polluer l'esprit de notre jeunesse notamment. Et enfin, je dirais, l'espace médiatique classique, les radios, les télévisions, etc., je pense que, notamment s'agissant des frères musulmans, ils savent parfaitement instrumentaliser les médias pour diffuser leurs discours. Et j'ai pu constater ces dernières années, notamment avec l'émergence du phénomène terroriste, comment, par exemple, Oussama Ben Laden, pour ne citer que lui, ou certains de ses adjoints, se mettent en scène pour relayer leurs discours ou pour revendiquer leurs attentats. Donc il y a aussi, je pense, à ce sujet une réflexion de fond à avoir. Est-ce que notre vocation en tant que journaliste consiste à tendre un micro ou à placer une caméra devant une personne, donc de lui offrir une tribune et de lui permettre de passer, de faire circuler son discours, quel que soit le discours? Je pense que cette réflexion a été déjà menée s'agissant des extrêmes droites européennes. Et on a su trouver, enfin sans censurer, quand même, un positionnement qui, à mon sens, est très juste. C'est-à-dire qu'on donne la parole, mais simplement on ne donne jamais, ou très rarement, la parole à des représentants de l'extrême droite européenne sans avoir un contradicteur en face, d'une part. Ou si on n'a pas un contradicteur, on a quand même le journaliste qui s'engage de lui-même et qui prend parti en décryptant le discours ou en prenant de la distance par rapport à un discours d'extrême droite, par exemple. Et ce travail, beaucoup ne savent pas le faire quand il s'agit des islamistes. C'est-à-dire que j'observe, par exemple, que des islamistes, très souvent, sont invités et soit on leur oppose des gens qui ne sont pas suffisamment formés pour leur apporter la contradiction, on refuse, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, de leur opposer par exemple des gens qui sont issus comme eux de la culture musulmane ou des sociétés musulmanes et qui ont peut-être suffisamment ou plus d'armes pour répondre et pour apporter la contradiction. J'ai observé aussi qu'on avait trouvé un malin plaisir, par exemple, à opposer à un islamiste un représentant d'extrême droite, c'est-à-dire à mettre deux extrêmes l'un face à l'autre. J'ai, par exemple, rarement vu un débat entre une femme voilée, une musulmane voilée qui se bat pour avoir à porter le voile et une autre musulmane non voilée qui se bat à ne pas avoir à le porter. Et je pense qu'on a donné beaucoup plus la parole à ces femmes qui se battent, entre guillemets, pour avoir à porter cet uniforme de l'aliénation et de l'arriération que de donner la parole à des femmes qui se battent, et notamment peut-être ailleurs dans les pays arabo-musulmans, pour montrer une certaine réalité. Il ne s'agit pas de faire là aussi de la propagande, mais pour reproduire une réalité. On a donné très peu de fois la parole à des femmes qui se battent pour ne pas avoir à porter ni le voile ni la burqa. Et vous voyez, donc ça donne une carte postale, si j'ose dire, quelque peu faussée des réalités. Et ça, ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, ce n'est pas de donner une cartographie faussée, mais de refléter la réalité. Et je ne vois pas la réalité reflétée par les médias aujourd'hui, malheureusement. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de ces sites internet, de ces blogs ou de ces sermons de prédicateurs islamistes sur les jeunes musulmans, en particulier en Europe ? Je pense que les musulmans européens sont réellement pris en otage et personne ne se rend compte. Et on se pose la question très souvent, s'agissant encore une fois de cette histoire de burqa, etc.
On ne s'est pas posé la question comment, par exemple, dans le cas des convertis, une jeune fille qui sort d'une famille laïque, voire parfois catholique ou athée, peut se radicaliser à ce point, donc qui sort d'une famille, d'une société à la fois sécularisée, puisse à ce point se radicaliser, renier toute sa culture progressiste, etc., refuser de voir enfin, tout ce qu'a fait le féminisme, etc., pour accepter, choisir de porter la burqa. Parce que, j'utilise le mot choisir volontairement, quand ces femmes disent qu'elles ont choisi en toute conscience de le faire, moi je les crois. Effectivement qu'elles ont choisi. Mais pourquoi ont-elles choisi? Parce qu'elles sont soumises à l'endoctrinement, elles sont encerclées de toutes parts. Je vous donne un exemple précis. Personne ne s'est posé la question de connaître le processus, par exemple, que suivent beaucoup de convertis. Quand ils arrivent à être séduits par la religion musulmane, pour une raison ou pour une autre, ou pour l'islamisme en croyant qu'il s'agit de la religion musulmane, il y a forcément des questions auxquelles elles ou ils vont chercher réponse. Donc, ils vont interroger par exemple l'imam. Alors, admettons que l'imam, pour peu qu'il soit salafiste, intégriste, etc., il va donner des réponses biaisées, forcément. Il va dire la burqa, le niqab sont des accoutrements essentiels, indispensables, incontournables, indiscutables. Admettons que la jeune fille, parce qu'elle aurait un esprit critique, ne soit pas convaincue de la réponse de l'imam, que va-t-elle faire? Eh ben, elle fera ce que fait tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire faire une petite recherche sur Internet. Et là, elle va tomber sur 9 fois sur 10, elle va tomber sur des sites salafistes qui vont lui dire exactement la même chose que le niqab, la burqa, le foulard, etc. Ce sont des choses indispensables, incontournables pour qu'elle soit une bonne musulmane. Et si, admettons, elle n'est toujours pas convaincue, que va-t-elle faire? Elle va se mettre sur les chaînes arabes aujourd'hui qui sous-titrent certains de leurs programmes, soit en anglais, voire en français parfois, et qui distillent l'idéologie salafiste, eh ben ils vont lui dire exactement la même chose. Et si enfin elle n'est toujours pas convaincue, que va-t-elle faire? Elle va aller se diriger vers des librairies dites à tort musulmanes, mais qui sont en réalité des librairies islamistes, et elle va trouver là aussi des livres qui vont l'inciter à porter la burqa. Voilà le processus en gros. Et si au bout du parcours, naturellement, de toutes parts, elle aura ces avis-là, naturellement, au final, elle va finir par se convaincre qu'il lui est nécessaire de porter la burqa. Et c'est ça l'endoctrinement. C'est-à-dire l'endoctrinement consiste à répéter les mêmes choses par différents canaux et ressasser le même discours simpliste, sans trop d'explications, par différents canaux, voire par tous les canaux existants. C'est exactement ce que font les islamistes depuis de nombreuses années. Mais vous parlez d'endoctrinement, Mohamed Sifaoui, c'est ce qu'on reproche aux sectes, et les sectes, on les interdit parfois. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Je pense, s'agissant de certains courants salafistes, oui, incontestablement. D'ailleurs, les processus d'endoctrinement sont souvent similaires à ceux des sectes classiques que nous connaissons. Et d'ailleurs, y compris parmi les plus apocalyptiques, enfin, à visée apocalyptique, etc. Quand vous analysez un petit peu le comportement des mouvements sectaires classiques, vous vous rendez compte que le salafisme, souvent, utilise les mêmes méthodes, peut-être inconsciemment, mais le fait est là. Par exemple, la dépersonnalisation de l'être, c'est-à-dire que vous n'existez pas par vous-même. C'est pas votre personnalité qui compte, c'est la communauté. Par exemple, sur la question de l'uniforme, justement. L'uniforme, c'est l'uniformisation, c'est l'homogénéisation, c'est la création du phénomène de masse qui est également très cher au mouvement totalitaire. C'est-à-dire que vous êtes un élément du bétail, du troupeau, et que vous avez un berger, pour reprendre les termes consacrés, que vous allez suivre, qui est un gourou. Et le gourou, c'est souvent celui qui délivre les messages, qui va sous des airs totalement inoffensifs, rassurer, enfin, et à travers un charisme qui sera le sien, c'est rassurer, séduire, attirer, et enfin contrôler les esprits. On est dans la manipulation mentale, incontestablement, avec le salafisme. On est dans la manipulation mentale parce qu'on ment très souvent, on fait des promesses de paradis éternel, etc. Et enfin, les plus extrémistes de toutes incitent les gens à aller se faire tuer sur des fronts